bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de la mi-journée. Les titres de l'actualité de ce mardi 2 janvier. Le chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh a dirigé aujourd'hui la troisième séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Également dans l'actualité de ce 15h, lancement officiel de la troisième Assemblée générale des collectivités territoriales. Et dans l'actualité internationale, cette annonce d'un partenariat visant à promouvoir un accès équitable aux vaccins du Covid-19, un partenariat érigé par l'OMS et la FIFA. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons avec le Conseil des ministres sous la présidence du président de la République et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh. C'est tenu aujourd'hui la troisième séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement et chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la troisième séance du Conseil des ministres en ce mardi 2 février 2021. Il était inscrite à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de financement additionnel du projet intégré de réhabilitation des bidonvilles. Le gouvernement a obtenu auprès de l'IDA, Banque mondiale, une enveloppe financière additionnelle de 5,5 milliards de francs Djibouti pour étendre les activités du projet intégré de résorption des bidonvilles en cours de mise en œuvre. Cette enveloppe financière additionnelle permettra d'élargir les périmètres d'intervention des investissements d'infrastructures du projet initial en introduisant des opérations de restructuration et de mise à niveau de nouveaux quartiers précaires ciblés par le programme Zéro bidonville. Ce financement comprend notamment un appui aux politiques publiques avec un renforcement des capacités de structures publiques impliquées dans la mise en œuvre du programme Zéro bidonville. Les investissements physiques dans les infrastructures et les services urbains ainsi que dans les habitations précaires. Et enfin, un appui à la mise en place des activités d'inclusion sociale, économique, pour aider les ménages vivant dans les bidonvilles à sortir de la précarité économique et la pauvreté. À terme, ce financement additionnel contribuera à améliorer considérablement les conditions de vie et d'habitat des populations djiboutiennes et des réfugiés vivant dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. La deuxième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet de renforcement de la résilience économique des entreprises vulnérables en République de Djibouti. Notre pays a conclu avec la Banque islamique de développement le 18 août 2020 un accord de financement d'un montant total de 550 millions de francs Djibouti pour pouvoir financer le projet de renforcement de la résilience économique pour le développement. L'objectif global du projet est de contribuer aux efforts de réduction de la pauvreté à travers la promotion des activités génératrices de revenus et des micro, petites et moyennes entreprises qui visent à améliorer le système de subsistance des segments les plus vulnérables de la population djiboutienne. Les bénéficiaires du projet sont répartis dans tout le pays et comprennent notamment les ménages qui ont une capacité limitée à satisfaire leurs besoins nutritionnels et autres nécessités de base sans soutien externe pendant une période limitée et qui a été exacerbée par la pandémie du Covid-19. Ce projet sera exécuté sur 2 ans et complétera le programme des filets sociaux de sécurité financé par la Banque mondiale, qui suit des approches et des moyens d'existence communautaires et démontre le potentiel de génération de revenus. Eh bien, pardonnez mon erreur sur la date d'aujourd'hui. En début du journal, il s'agit de cette édition du 2 février. Nous entamons la suite du Conseil des ministres qui a également approuvé un projet de loi portant ratification de l'accord complémentaire de restriction relative à la construction de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Éthiopie. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. Relative à un projet de loi portant ratification de l'accord complémentaire de restructuration du prêt relatif à la construction de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Éthiopie. Cet accord vient en conclusion des différents rounds de négociations entamés en 2018 sur la restructuration du prêt de chemin de fer suite à la requête d'allègement formulée par le gouvernement de Djibouti.
L'opérationnalisation de la nouvelle ligne du chemin de fer ayant été retardée, la restructuration du prêt est devenue indispensable afin d'assurer la viabilité du projet. Les termes de l'accord de restructuration impliquent donc le prolongement de la période de maturité jusqu'à 30 ans, et dont 10 ans d'années de grâce et un taux d'intérêt axé sur le Libor 6 mois, mais avec une marge réduite à 2,1%. Avec la restructuration de ce prêt, les contraintes liées au service de la dette à court terme se retrouvent ainsi fortement allégées. Cet accord permettra ainsi aux autorités d'accélérer l'opérationnalisation du projet en vue de dégager les ressources nécessaires. À cet effet, l'accord entérine une liste de mesures adoptées conjointement par les deux parties et visant à améliorer la performance et la rentabilité de l'infrastructure en vue d'optimiser les revenus escomptés. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain. Cette parcelle de terrain de 160 hectares, 6 à Damerjog, est destinée à l'installation d'un projet de raffinerie d'une capacité de 220 000 barils jour. En fin de séance, le ministre de l'Économie a fait une communication sur la mobilisation des ressources financières en faveur de notre pays entre 2010 et 2020. Sur 10 ans, 694 milliards de francs djibouti ont été mobilisés et se déclinent comme suit. En prêt commercial, 169 milliards de francs djibouti, soit 24%. En prêt concessionnel, 351 milliards de francs djibouti, soit 51%. Et en dons, 174 milliards de francs, soit 25%. L'analyse par secteur nous donne, dans le transport, 274 milliards de francs djibouti, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, 145 milliards de francs djibouti, et la promotion du capital humain, 118 milliards de francs djibouti. Dans le secteur de l'énergie, 86 milliards de francs djibouti ont été mobilisés. Sur l'état d'absorption des financements sur la période 2010-2020, le total des fonds mobilisés est donc de 694 milliards de francs djibouti et les décaissements sont de l'ordre de 499 milliards de francs djibouti et donc un taux d'absorption de 72%, malgré un phénomène de forte concentration sectorielle, commerce, transport, communication, et intensive en capital. Le secteur tertiaire reste le principal contributeur de la richesse nationale. Malgré les chocs mondiaux et exogènes, l'inflation a été maîtrisée sur toute la période et ne dépasse pas les 3,5%. La pauvreté a fortement baissé en 15 ans. Et voilà qu'il nous ramène de parler de l'ouverture officielle du siège de D-Money, Digital Mobile Money. C'était en marge de l'inauguration de la banque IBB et ce, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les détails avec Ahmed Hamad. Mercredi 27 janvier 2021 a eu lieu au complexe d'Amal à la zone industrielle sud une cérémonie d'ouverture officielle du siège de D-Money, Digital Mobile Money, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont notamment le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, du ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, du ministre du Travail, Isman Ibrahim Roublé, et du directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoui Bouh. Un siège high-tech et innovant correspondant à l'image de Digital, ce produit attirant de plus en plus de clients, Djibouti Telecom a doté D-Money d'un siège pour répondre aux besoins de sa clientèle, un espace d'accueil alliant modernité et convivialité qui permettra un meilleur accueil pour les clients de D-Money. Lancé par Djibouti Telecom en juin 2020, le portefeuille électronique D-Money, un service innovant, sécurisé et rapide permettant d'accéder à un large panel de services financiers via mobile, à transférer de l'argent, déposer ou retirer de l'argent, payer ses achats et factures et acheter les cartes de recharge constitue une avancée de taille dans le monde du numérique pour Djibouti. Cette nouvelle technologie est un catalyseur pour l'inclusion financière et une dématérialisation du cash tout en permettant d'accéder à plusieurs services financiers. Le siège de D-Money, qui regroupe une équipe dynamique dirigée par une cadre expérimentée de Djibouti Telecom, Madame Hibo Mahmoud, vous accueille dans des locaux modernes et sophistiqués en phase avec le monde connecté d'aujourd'hui. Cette cérémonie fut également l'occasion de signer un protocole d'accord avec Dahabshil dans le cadre du partenariat avec D-Money.
Je vous emmène à Tadjoura, la ville blanche, où un atelier liminaire régional du Forum national de l'emploi s'est tenu. En effet, le ministère du Travail a voulu changer de paradigme et associer les régions aux travaux préparatoires de ces assises qui auront lieu à Djibouti-Ville, au Palais du Peuple, du 18 au 20 février. Un atelier ouvert par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaïl Ibrahim Roblé, et son homologue, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami. C'est également vu la participation des responsables régionaux. Le président du conseil régional, Omar Hussein, a rappelé l'ouverture de cet atelier à la région de Tadjoura. Monsieur le ministre, votre secteur d'emploi, de création d'emplois, c'est le pilier même d'une nation. Et je sais que vous ne ménagez aucun effort pour arriver à un emploi décent pour nos jeunes et surtout dans la région du Tadjoura. Le conseil régional du Tadjoura sera à vos côtés pour aussi participer à cette initiative de l'emploi. Et l'emploi des jeunes et la création d'emplois à travers tous ces secteurs sectoriels qui sont promoteurs, surtout dans notre région. Je parle du tourisme, je parle de la pêche, je parle de l'agriculture, je parle de l'élevage. Monsieur le ministre, tous ces secteurs que j'ai cités sont sous-développés et méritent d'avoir une attention particulière parce qu'ils peuvent être créateurs d'emplois. Ils peuvent lutter contre l'exode rural et fixer la population dans l'arrière-pays et aussi faire, monsieur le ministre, l'agriculture et la pêche, pour ne citer que ces deux-là en premier temps, ont un avenir promoteur dans la région. Le conseil régional de Tadjoura, il est vraiment axé sur ce domaine. Et bientôt, Inch'Allah, je pense qu'on va montrer des exemples. Et pour sa part, le préfet de la ville blanche s'est réjoui de la tenue de cet atelier liminaire qui a pour objectif, selon lui, l'état d'avancement du projet incitatif pour l'emploi. À ses besoins et à ceux de sa famille, tout d'abord. Il est vrai que le domaine de l'emploi ne se limite pas au seul cadre du ministère de l'Emploi, mais s'apparente aussi à l'ensemble des autres départements ministériels, publics et parapublics, ainsi qu'au secteur privé. Avec le boom économique que connaît notre pays, des progrès considérables sont observés. De nouvelles infrastructures dans les transports, les constructions, par des activités des entreprises ou encore des implantations de nouvelles banques qui a résorbé un nombre important de chômage. La croissance économique est revue en hausse, la consommation des ménages en nette augmentation. Flattés par ces bilans économiques, nous ne devrons pas dormir pour autant sur nos lauriers, car malgré les avancées, la pauvreté inquiète et le chômage persistent au sein d'un grand nombre de nos concitoyens, surtout dans les régions, dans les zones les plus reculées. Nous avons de plus en plus de diplômés sur le marché du travail. Toutefois, l'espoir réside dans la politique entreprise par le chef de l'État dans sa quête contre le chômage. C'est une garantie pour la jeunesse qui souffre du chômage. Dans ces vastes chantiers, il faudra aussi mobiliser toutes les ressources afin de toucher ceux qui sont oubliés et ceux qui se sentent exclus. Je parle des handicapés et j'en passe. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, s'est informé la politique de l'emploi et de l'insertion de jeunes qui vient au sommet de l'État. Prenons la parole en dernier. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaïl Ibrahim Roblé, s'est exprimé en ces termes.
Vous suivez également les informations au niveau de la télévision et de la radio. Les initiatives pour l'emploi qui ont été lancées par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, le 26 octobre dernier, résultent d'une politique gouvernementale axée sur l'emploi. Parce que vous en conviendrez avec moi, la politique de l'emploi est la priorité des priorités à Djibouti. Et ce qu'il nous faut alors, aujourd'hui, pour notre pays, c'est incontestablement une politique nationale de l'emploi avec un train de mesures dynamique, novatrice, qui puisse nous permettre à Djibouti de concrétiser le concept de travail décent. Vous savez autant que moi également que le facteur le plus sensible de l'adaptation d'une société à son économie, c'est l'emploi. Il est sûr également de noter que les incidences par rapport au problème du chômage, du sous-emploi et des difficultés d'emploi ont un impact sur la situation de la jeunesse en particulier et sont aujourd'hui à Djibouti d'une acuité particulière. Et en ce sens, il nous faut absolument trouver des solutions endogènes pour juguler un tant soit peu ces difficultés. Je crois qu'alors, il nous faut promouvoir de nouvelles activités compétitives et durables, justement, pour nous appuyer sur les ressources que nous avons et les spécificités au niveau des régions pour bâtir une politique nationale qui puisse répondre aux besoins et des jeunes et des moins jeunes. En ce sens, je crois que l'atelier liminaire que nous avons voulu organiser dans ce cadre, dans ce idéal pour la réflexion, c'est de mener une profonde réflexion sur le comment agir pour trouver des propositions, des solutions, des recommandations qui nous permettront de nourrir les activités lors du forum national qui aura lieu à Djibouti. Autre actualité dessus 15h, la troisième Assemblée générale de l'Association nationale des collectivités locales a eu lieu ce matin. Était présent à cette assemblée, outre le maire de Djibouti-Ville, présidente de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, le secrétaire permanent de l'Association de maires francophones, Pierre Baillet, les présidents des communes et ceux des régions, des élus et des représentants de ministères sectoriels et deux experts locaux. Durant cette première journée d'Assemblée, les différentes parties représentées s'attacheront à valider deux documents qui tiendront un rôle central pour l'accomplissement de leurs tâches. Le manuel d'ouvrage public, ce document est destiné aux élus et décideurs des collectivités territoriales pour leur donner les informations et les repères nécessaires pour qu'ils puissent remplir les exigences de leur mission et mener à bien leur projet sans se prendre dans le dédale de la réglementation extrêmement complexe dans ce domaine. Le but est décrit la méthode de travail qui découle de la réglementation, méthode simple également pour les projets courants. C'est ce qu'a précisé l'ambassadeur de l'Union européenne. Ce programme d'appui aux autorités locales, c'est-à-dire la ville de Djibouti et l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, est mis en œuvre
par l'Association internationale des maires francophones depuis 2018 et c'est prolongé jusqu'au mois d'avril. C'était mis en copie en fait une lettre entre le président de AIMF, Madame Anne Hidalgo, le maire de Paris, adressée au directeur général de la Commission européenne. Et elle a cité deux pays, je ne me souviens plus le premier pays, mais le deuxième pays qu'elle a cité, là où ils étaient très fiers pour de bonnes raisons, pour le progrès qu'on a fait, c'était Djibouti. Et donc bravo à tous ici dans la salle. Et le programme, il vise à accompagner l'Association nationale des collectivités locales dans ses rôles de défenseur des communes, de relais de l'action gouvernementale, de promoteur du développement local et de circulation de l'information entre l'État, les collectivités et les populations. Il a aussi vocation à établir un environnement propice à la participation des citoyens à la vie politique locale et à la prise en compte de leurs aspirations. L'Union européenne soutient la décentralisation à travers de nombreux instruments financiers, ici avec un budget de presque 1 million d'euros, mais également l'appui à la décentralisation et aux initiatives locales à hauteur de 2 millions d'euros. Et dans son intervention, le maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane, n'a pas manqué de mentionner l'importance que revêt l'Association nationale de collectivités locales djiboutiennes pour la continuité, selon elle, de la décentralisation. Voici ses propos. Notre jeune association est heureuse de vous compter parmi nous et vous remercie pour votre présence à cette rencontre. Mesdames et messieurs, l'Assemblée générale de l'ANCLD est un important moment pour faire le point des actions de l'année précédente, de mener des réflexions et partager avec ses partenaires. Cette année, nous avons choisi de jeter un regard sur les 2 premières années de fonctionnement de notre association, puis de nous remettre en cause pour que nous puissions contribuer plus efficacement à cette construction de la décentralisation dans notre cher pays. En outre, nous aurons l'occasion de présenter notre site web et le répertoire des collectivités territoriales, sans oublier la validation du manuel de maîtrise d'ouvrage local que nous allons analyser aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous ambitionnons de faire davantage sur les périodes à venir, mais l'ANCLD doit lever les contraintes de l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, consolider son organisation et la cohésion interne, et de tisser les alliances et partenariats porteurs. Mesdames et messieurs, ces premières années de vie de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, nous les avons passées grâce à la conviction des collectivités territoriales et surtout avec le soutien de nos partenaires. C'est pourquoi je voudrais féliciter tous les membres de l'association et plus particulièrement le bureau exécutif pour leur parfaite mobilisation à chaque sollicitation. Monsieur le Président des conseils régionaux et communaux, les périodes à venir demanderont encore plus d'engagement et de disponibilité. C'est grâce à ce sacrifice que nous accompagnerons efficacement les collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, ce cheminement, nous l'avons avec les partenaires que je voudrais remercier. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, l'appui de votre organisation a été le principal moteur qui a permis la mise en route de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous traduire notre profonde gratitude pour tout ce que vous faites et voulons savoir toujours compter sur votre soutien dans les périodes à venir. Réception du général Yasser Al-Attah par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, qui a reçu dans la journée d'hier à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma le général de corps d'armée Yasser Al-Attah, membre du comité souverain du Soudan, à la tête d'une importante délégation.
Rappelons que dans le passé de 2007 à 2013, le général Yasser Al-Attah officiait en qualité d'attaché de défense du Soudan à Djibouti. Cette visite de courtoisie fait suite à la réception tôt dans la journée par le président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées. La visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre les deux pays. Notons également la présence de notre ambassadeur de Djibouti au Soudan, Ahmed Ali Barré. À son arrivée à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma, le général Al-Attah, membre du comité souverain du Soudan, a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Puis le général Attah a salué la délégation des officiers supérieurs. Après les salutations, les deux généraux en présence de Ahmed Ali Barré et du directeur de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, ont eu une discussion en aparté. Puis l'entretien s'est poursuivi à la salle d'honneur de l'hôtel des officiers Hassan Bassouma. Le général Al-Attah, membre du comité de souverain du Soudan, a pris la parole également et a tenu à exprimer au nom de la délégation soudanaise qu'il conduit sa gratitude quant à l'accueil chaleureux réservé à leur égard. Le général Al-Attah a indiqué que Djibouti fait office de son adage terre de rencontre et d'échange et qu'il se sentait comme son deuxième pays. Le général Al-Attah a souligné que la République du Djibouti et le Soudan, de par leur culture commune, la religion commune également et une intégration économique exemplaire, sont intimement liés. De son côté, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souhaité la bienvenue à Djibouti, terre de rencontre et d'échange à la délégation soudanaise. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, continuant son allocution, a souligné que les relations entre Djibouti et le Soudan sont des solides relations fraternelles et historiques fondées sur une fraternité sincère. Ces deux pays frères partagent la même religion et la même croyance, l'unité, la culture, les coutumes et les traditions. Aussi, la République de Djibouti et le Soudan, de par leur position géographique, se situent dans la région de la Corne de l'Afrique. Tous deux sont des membres actifs d'organisations internationales et régionales telles que la coopération islamique, la Ligue arabe, l'Union africaine et l'IGAD et partagent des positions unifiées sur les questions d'ordre international et arabe. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a clôturé son intervention avec un souhait de voir le Soudan se développer davantage et prospérer. Et comme à l'accoutumée, le haut commandement militaire a convié tous les invités à un déjeuner dans une ambiance sereine et animée. Écoutons. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. L'OMS et la FIFA font équipe pour promouvoir un accès équitable aux vaccins. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et le FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, a annoncé hier un partenariat visant à promouvoir un accès équitable aux vaccins, aux traitements et aux diagnostics dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Alors que la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2020, qui a fait l'objet d'un report, doit commencer cette semaine au Qatar, la FIFA et l'OMS lancent une campagne de sensibilisation du public impliquant des footballeurs vedettes qui incitent les gens à porter des masques, à prendre de la distance et à se laver les mains. L'OMS et la FIFA ont signé en 2019 un protocole de collaboration de 4 ans pour promouvoir un mode de vie sain dans le monde entier grâce au foot. Depuis, les deux organisations ont conjointement lancé une série de campagnes visant à promouvoir des mesures efficaces pour protéger les personnes contre les Covid-19. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.